Merci beaucoup, Manuel. Alors avant toute chose, je tiens évidemment à remercier Mathieu Buchberger pour m'avoir invité à ce colloque au bout du monde. Je suis très heureuse de visiter cette belle île, au passage, et cette université avec vue sur la mer qui, je vous l'avoue, me change bien de Cergy-Pontoise. L'entreprise face au droit, c'est le thème de cette deuxième journée. Notre maître de cérémonie a souhaité que je vous parle de simplification du droit en métropole, du droit de l'entreprise, j'en ai déduit, vu le thème de ce colloque. Métropole dans laquelle, en effet, le mouvement de simplification est aujourd'hui en marche, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi ce mouvement ? Il est classique de dire, et on le dit à nos étudiants, que le droit commercial se doit d'être un droit simple, rapide, pour faciliter, pour fluidifier les échanges. C'est dans cet esprit que le droit commercial s'est constitué. Je pense par exemple à toutes ces règles, tous ces mécanismes qui sont censés faciliter la fluidité des échanges, comme en droit commercial la compétence des tribunaux consulaires, l'arbitrage, la négociabilité des titres, la liberté de la preuve, la solidarité, toutes ces règles spécifiques au droit commercial destinées à faciliter les échanges. C'est donc dans ce même esprit que le droit commercial devrait se développer. Droit commercial ou droit de l'entreprise, j'assimilerai un peu les deux pour la clarté de ce propos. Donc c'est dans le même esprit que ce droit doit se développer pour attirer les entrepreneurs et les investisseurs. La facilité à faire des affaires est d'ailleurs devenue, on en a parlé beaucoup hier, un critère dans le fameux classement de la Banque mondiale, Doing Business, qui classe les pays en fonction de la facilité à faire des affaires. Donc ça prouve bien vraiment que ce droit commercial se doit d'être un droit simple et fiable. Il est tout aussi classique de dire que cette simplicité attendue du droit commercial n'est pas toujours au rendez-vous, autant formellement que substantiellement. Formellement d'abord parce que l'enchevêtrement des sources et leur technicité caractérisent malheureusement le droit commercial. Et substantiellement aussi car le droit de l'entreprise est pour les entreprises source de contraintes, de rigidité. On l'a vu tout au long de ces 2 journées. Lourdeur du processus de création, lourdeur du fonctionnement, des freins à la mobilité des entreprises, des freins posés par le droit du travail, par le droit fiscal, par la protection des données, par le droit de l'environnement, ou encore par le droit de la concurrence. On dénonce donc de longue date les fortes contraintes réglementaires qui pèsent sur l'entrepreneur, tant par leur forme que par leur fond. Et donc, l'ensemble de ces contraintes entraîne, malheureusement, et on le constate, et je crois que vous l'avez dit, et c'est pareil en Nouvelle-Calédonie, un cercle vicieux assez connu, moins d'initiatives, moins d'investissements, moins d'embauches, plus de chômage, et une économie en berne. Alors, comment relancer cette économie ? L'une des manières de le faire, à en croire les multiples efforts en ce sens en métropole, serait la simplification du droit des affaires. C'est ce qu'affichent les pouvoirs publics, tous bords politiques confondus d'ailleurs, depuis des années. L'idée de simplification du droit n'est pourtant pas née du tout en droit des affaires. Elle était au départ un programme d'action de l'administration. La simplification ne visait alors qu'à lutter contre la lourdeur des procédures administratives, contre ce qu'on appelle la bureaucratie. C'était modestement un moyen d'alléger les relations des particuliers et des entreprises avec l'administration. Puis peu à peu, cette simplification s'est invitée en droit des affaires et s'est érigée dans ce domaine particulièrement comme un véritable objectif normatif. Des milliers de dispositions légales ont été réformées ces 20 dernières années au prétexte de l'idéal de simplification, souvent accolé à d'autres termes type modernisation ou initiative, croissance, etc. Donc à bien y regarder, il y a d'ailleurs 2 conceptions de simplification du droit qui ont commencé à s'entremêler et à s'entrechoquer un peu. Une simplification au sens de clarification du droit lui-même, de la clarification de la norme, et une simplification au sens de facilitation de la vie des entreprises. Sous ces 2 aspects, la simplification du droit des affaires a donné lieu à un rapport, le rapport de Jean-Luc Warsmann en 2009, à la création d'un conseil de simplification pour les entreprises en 2014, à la nomination d'un secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification,
Elle est même devenue, vous vous en souvenez peut-être, peut-être moins vous qui êtes un peu jeune, mais elle est même devenue un argument électoral, un slogan politique. Rappelez-vous, en mars 2013, d'ailleurs au moment même où la Calédonie se voyait transférer la compétence en droit civil et commercial, le président Hollande annonçait comme priorité de son quinquennat le fameux choc de simplification destiné à faciliter, disait-il, la vie des particuliers et des entreprises. Alors qu'en est-il avec le recul de quelques années ? La double simplification annoncée a-t-elle réellement eu lieu ? Quels en sont les résultats ? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie peut tirer des enseignements de ce mouvement en métropole ? Il faut dire que, d'après ce que j'ai compris depuis 2 jours, la préoccupation de simplification a sans doute un relief un peu particulier en Nouvelle-Calédonie, puisque la complexité est déjà inhérente à ce système avec une pluralité, un pluralisme des sources. Donc, le droit calédonien doit-il suivre le même processus de simplification ? Autrement dit, ce processus a-t-il été moteur de croissance en métropole ? Alors, pour tenter de traiter ce sujet, je me suis concentrée principalement à l'invitation de Mathieu Buchberger sur les illustrations récentes, principalement en droit commercial et des sociétés, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et évidemment, ce propos ne se veut en aucun cas exhaustif. Il serait de toute façon complètement impossible d'écumer toutes les lois de simplification. Alors, pour structurer juste un petit peu ce propos décousu, je vais m'appuyer sur l'originalité sémantique du mot simplification, qui est à la fois une action, le fait de simplifier donc, et à la fois le résultat qui en découle, une simplification. Donc si l'action de simplification est omniprésente en droit des affaires en métropole, son résultat, lui, est moins évident. Et la simplification à l'heure actuelle, c'est mon point de vue, apparaît plutôt comme une illusion. C'est ce que je vais tenter de vous montrer en étudiant donc l'effort de simplification d'abord et ensuite l'illusion de la simplification. Donc l'action et le résultat. Alors, sur l'effort de simplification, l'objectif de simplification, la simplification est un idéal à atteindre qui a donné lieu, elle est un objectif pour le législateur et elle a donné lieu à de nombreuses mesures concrètes. Alors, l'objectif de simplification, depuis 2000 à peu près, est devenu un véritable leitmotiv du législateur français. Cet objectif est affiché de plusieurs manières. Parfois, il apparaît dans l'exposé des motifs. Quand vous regardez les lois récentes, vous trouvez dans l'exposé des motifs, par exemple, la loi du 4 août, la loi de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, énonce dans son exposé des motifs que la loi simplifie le statut de ceux qui se lancent dans la création d'entreprises. La loi Macron aussi, dans son exposé des motifs, la loi Macron donc, du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, décrit l'objectif donc de la loi comme visant à simplifier les règles qui entravent l'activité économique. Idem pour l'exposé des motifs du projet Pacte, dont nous avons parlé un petit peu ce matin, qui est examiné en ce moment même par le Parlement et qui énonce qu'il s'agit de faciliter la création d'entreprises en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. Donc, dans toutes ces lois, l'exposé des motifs dès les premières lignes balance le terme simplification. L'objectif de simplification apparaît également parfois dans le titre même de la loi. Et je pense par exemple à la loi Warsmann II de simplification, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, promulguée le 22 mars 2012, laquelle a pour objet affiché de supprimer les obstacles juridiques ou administratifs à l'initiative économique des PME. L'objectif apparaît aussi parfois dans des articles de loi habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Je peux citer la loi du 2 janvier 2014 qui a habilité le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Tel est encore le cas de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 sur la lutte contre la corruption qui a habilité le gouvernement à simplifier les obligations d'information à la charge des sociétés, les obligations de dépôt des documents sociaux ou encore à faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires. Pas moins de 3 ordonnances et 2 décrets de simplification ont donc découlé de cette habilitation donnée par la loi Sapin II. Autrement dit, une loi habilitant le gouvernement à simplifier engendre
des ordonnances de simplification. L'objectif est donc omniprésent, vous le voyez, dans les textes de réforme du droit des affaires. Alors, est-ce qu'il en résulte des mesures concrètes? Et lesquelles? Les mesures de simplification, à regarder les illustrations récentes, consistent parfois en des assouplissements, des allègements, des suppressions de règles contraignantes en faveur des entrepreneurs. Alors, sans faire un inventaire qui serait trop long, je vous prends quelques exemples. Par exemple, le régime de la cession de fonds de commerce a bénéficié d'assouplissements avec la loi Warsmann, puis avec la loi Macron. La première avait unifié les délais de publication de la cession de fonds de commerce au journal d'annonce légale et au BODAC. Et la seconde a permis aux créanciers du vendeur de fonds qui veulent faire opposition de le faire par lettre recommandée sans plus avoir besoin de recourir à un huissier. La loi Macron a également simplifié la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel en le dispensant de déclarer l'insaisissabilité de son domicile principal, puisque maintenant c'est de droit. Donc elle a supprimé une forme de lourdeur pour l'entrepreneur qui veut protéger son patrimoine. Et elle a aussi supprimé cette fameuse surenchère du 6e qui était totalement impossible à expliquer aux étudiants. Donc j'en suis bien heureuse personnellement. On pourrait multiplier les exemples. Le IRL aussi, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a vu son régime simplifié. Bon, il faut dire qu'on partait de loin. Le IRL aujourd'hui est dispensé parfois de recourir à un tiers évaluateur dans certaines circonstances pour évaluer les biens affectés à son activité. Donc le régime est un petit peu moins complexe qu'avant, même si, encore une fois, on est très très loin du compte. En droit des sociétés, les mesures de simplification sont également légion. Je prendrai un exemple, le fait que depuis l'ordonnance du 31 juillet 2014, lors d'une cession de droits sociaux, une cession de parts ou une cession d'actions, dans une cession de parts sociales, pour rendre les parts sociales opposables aux tiers, il fallait avant effectuer un double dépôt au registre du commerce et des sociétés. Il fallait déposer l'acte de cession puis les statuts modifiés, et aujourd'hui, depuis cette ordonnance, il suffit de déposer les statuts modifiés. Donc c'est une simplification incontestable d'une procédure, d'une formalité, d'autant que la même ordonnance a permis en plus la dématérialisation de ce dépôt. Bref, je pourrais continuer comme ça, la liste est longue de toutes les petites mesures comme ça en droit des sociétés qui sont destinées à alléger certaines formalités. Si je prends, pour parler du plus récent, la tentaculaire loi Pacte, la fameuse, elle pourrait charrier un lot important de dispositifs de simplification. Par exemple, elle supprime, elle prévoit de créer à horizon 2021 un guichet unique et dématérialisé pour créer des entreprises, qui va encore plus loin dans la simplification que le fameux CFE et CELIAS. Elle pourrait faciliter les liquidations judiciaires simplifiées. Elle fait aussi un important travail de rationalisation des effets de seuil pour les entrepreneurs, qui sont, à en croire l'étude d'impact, très anxiogènes pour les chefs d'entreprise, puisqu'il existe actuellement à 49 niveaux de seuil, et l'ambition de la loi Pacte est de regrouper ces seuils à 11, 50 et 250 salariés. Donc certains seuils vont être supprimés, d'autres vont être relevés, mais surtout, ce que prévoit la loi Pacte pour simplifier la vie de l'entrepreneur, c'est qu'il n'a à tenir compte du dépassement d'un seuil que si ça fait 5 ans qu'il a dépassé ce seuil. Donc ça, c'est une forme de tolérance. En gros, s'il passe à 51 au lieu de 50, il peut attendre 5 ans, et si au bout de 5 ans il est toujours à 51, là, il faudra appliquer la règle qui en découle. Donc c'est une sorte de simplification des effets de seuil dans l'entreprise. Donc finalement, on voit quand même, si on dresse un petit panorama comme ça, qu'il y a des textes de simplification qui ont eu des effets ponctuels sur la facilité à faire des affaires en France. C'est bien un objectif de compétitivité qui est recherché, comme on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours. Pourtant, il n'est pas évident d'affirmer aujourd'hui que les entrepreneurs ressentent réellement une amélioration dans la gestion quotidienne de leur entreprise. D'ailleurs, et c'est un comble, vu le nombre de lois de simplification qui sont sorties en France, le rapport Doing Business 2018 rétrograde la France de 2 places, et elle passe à la 31e position des pays où il est le plus facile de faire des affaires. Donc la simplification serait, à en croire ce rapport et l'ambiance générale surtout, une illusion. C'est ce que je vais tenter de vous dire maintenant.
la simplification est de mon point de vue totalement illusoire. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, de nature formelle, c'est qu'à trop vouloir simplifier le droit, c'est très classique ce que je vais vous dire, mais à trop vouloir simplifier la vie des entreprises, on a certainement compliqué le droit. La seconde, plus substantielle, tient davantage dans une remise en cause de l'idéal même de simplification. Une illusion formelle, donc d'une part, et une illusion substantielle d'autre part. L'illusion formelle, pourquoi ? Parce que le plus grand paradoxe de ce mouvement de simplification massif, pourtant, est sans doute l'incroyable complexité qui en résulte sur la forme. Le droit des affaires est de plus en plus complexe, et tout le monde vous le dira. Déjà, le droit commercial a toujours souffert d'imperfections formelles. On le sait, il a commencé par se développer en dehors du Code de commerce, qui était déjà une bizarrerie, dans des lois éparses, ce qui a conduit à une nécessaire recodification, mais la recodification en 2000 n'est pas du tout parfaite, on le sait, elle a été beaucoup critiquée. Dans l'entreprise de codification, il y a eu des abrogations malheureuses, on a fait disparaître l'article qui fondait la compétence des tribunaux de commerce, donc le droit commercial déjà souffrait un peu de ces imperfections. Et le mouvement de simplification, qui aurait pu être une réponse finalement, a paradoxalement contribué à le rendre encore plus difficile à lire, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune logique d'ensemble dans le processus formel de simplification. Les mesures de simplification que je vous ai citées résultent de textes éparses, contenus dans des lois fourre-tout, des lois multi-objectifs, multi-objets, qui réforment le droit par des mesures de détail. Elles sont noyées au milieu du reste, comme si l'idéal de simplification pouvait justifier complètement un désordre normatif total. Ces lois sont souvent obèses, difficiles à ingérer, même pour les professionnels du droit. Elles sont, comme l'a dit un auteur, une ode à l'inintelligibilité, et elles ont d'ailleurs été déférées sur ce fondement, pour certaines, au Conseil constitutionnel, qui est assez clément, qui trouve que finalement, la complexité de la loi et l'hétérogénéité de ses dispositions ne portent pas atteinte à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, ce qui est quand même assez discutable. Ces lois se succèdent à un rythme effréné. La baignoire se vide doucement d'un côté, elle se remplit de l'autre. C'est l'image qu'a pris la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il faut ajouter que les décrets sont tardifs, donc les problèmes de droit transitoire sont très nombreux. Les réponses ministérielles pullulent pour essayer de nous expliquer la loi. Les associations doivent mener des travaux d'interprétation. Quand les lobbies s'en mêlent, l'instabilité législative s'accroît encore plus. Je pense par exemple à l'incroyable histoire de l'article L141.12 du Code de commerce qui prévoit la publication de la cession de fonds de commerce. La loi Macron supprime la publication dans le journal d'annonce légale pour simplifier la vie des entreprises. Et cette obligation réapparaît un an plus tard par une loi du 14 novembre 2016 sur le pluralisme des médias, certainement parce qu'il y avait un bon lobby des propriétaires de journaux d'annonces légales. C'est vous dire à quel point on en est rendu. Donc finalement, la complexité s'autogénère, même en période affichée de simplification du droit. C'est ce que Nicolas Molfessier en a dit, je partage tout à fait son avis. En outre, et c'est peut-être encore plus pernicieux, de nombreuses lois de simplification ne font qu'habiliter le gouvernement, je vous l'ai dit, à légiférer par voie d'ordonnance. Donc on voit fleurir dans tous les domaines des ordonnances de simplification. Donc c'est une dérive, c'est une législation déléguée, c'est une dérive de la loi française. C'est justifié par la complexité des matières. On nous dit qu'en fait, le législateur français n'est plus capable de gérer des matières aussi complexes que le droit des procédures collectives, des sûretés ou le droit des sociétés et qu'il faut confier ça donc au gouvernement. Donc ça veut dire que la simplification devient de manière sourde une justification du bouleversement des rôles dévolus au Parlement et à l'exécutif par la Constitution. Donc cette prolifération des ordonnances, si on était logique, devrait donner un droit plus simple et donc le Parlement retrouverait son empire. L'espoir fait vivre. Bref, alors quand même, pour pas être complètement négatif, il y a certaines propositions récentes qui vont, et c'est à mon avis là-dessus que la Nouvelle-Calédonie doit travailler, il y a certaines propositions récentes qui vont dans le sens d'une mise en cohérence réelle des textes en faisant des propositions de loi qui se concentrent sur un objet. Par exemple, récemment, il y a eu une proposition de loi de simplification du droit des sociétés, adoptée en première lecture par le Sénat en mars 2018. Cette proposition a le mérite
de se concentrer sur un seul objet, c'est-à-dire le droit des sociétés. Il annonce dans l'exposé des motifs que ce ne sera pas une loi fourre-tout, mais une loi qui se concentre sur le sujet de l'entreprise en société. Et je pense que c'est ce genre de technique qu'il faut adopter. Il faut arrêter les ordonnances qui sont vraiment des ordonnances fourre-tout. Ce n'est plus possible. Alors oui, je vais vite. Formellement, la simplification est réellement discutable en métropole. Encore une fois, c'est un point de vue. Qu'en est-il substantiellement pour finir ? Je vous ai montré qu'il y avait quand même des évolutions, des petites choses qui sont plus simples aujourd'hui qu'hier dans la vie de l'entrepreneur grâce à ces lois de simplification. Mais tout de même, il est à peu près évident que même substantiellement, la simplification est une illusion. Pourquoi ? Parce que la simplification est relative. Je crois que vous pouvez tous comprendre ça. Ce qui est simple pour certains ne l'est pas pour d'autres. En simplifiant, c'est ça que je veux vous dire, on nuit parfois aux intérêts de certaines parties prenantes du droit des affaires. Je vous prends un exemple récent. On a récemment supprimé le rapport de gestion dans une loi vraiment très récente qui n'avait pourtant d'ailleurs aucun rapport avec le droit des sociétés. On a supprimé le rapport de gestion pour certaines petites entreprises. Or, ce rapport de gestion, c'est un document rédigé par le dirigeant qui renseigne les associés sur la situation de la société, en dressant un bilan des choix de la direction. Le supprimer dans les petites sociétés commerciales simplifie, certes, la vie du dirigeant social. Mais qu'en est-il de celle des associés ? Ils sont privés du confort d'une communication annuelle du rapport et ils vont devoir exercer activement leur droit à l'information. Donc c'est pas, pour eux, ce n'est en aucun cas une simplification, ça les déprotège d'une certaine manière. La loi Pacte peut également alimenter cette idée de relativité. Ce qui est proposé sur les effets de seuil est emblématique. Certes, les seuils sont vécus comme des couperets par les dirigeants d'entreprise, mais ces seuils protègent les salariés aussi, ou les actionnaires. Par exemple, c'est un tout petit exemple, mais le projet prévoit de relever de 200 à 250 salariés le seuil à partir duquel un local syndical est obligatoire. Du coup, dans les entreprises qui ont entre 200 et 250 salariés, ils seront privés de ce local syndical. Ce souci des équilibres des parties prenantes en droit des affaires empêche en réalité de trop simplifier. Et c'est ainsi qu'au sein d'une même loi, la loi Pacte, sont présentés d'ailleurs deux volets presque inconciliables. Je terminerai par là, je vous rassure. Le premier volet de cette loi s'intitule « Des entreprises libérées » et le troisième volet s'intitule « Des entreprises plus justes ». Or, les nouvelles contraintes qui sont posées au service de cette justice annoncée risquent d'être vécues par les entrepreneurs comme d'inextricables facteurs de complexité. À ce titre, ce qui a retenu le plus l'attention de tous, en tout cas en métropole, c'est le troisième volet qui, on en a parlé un petit peu hier, prévoit une nouvelle rédaction de l'article 1833 du Code civil qui serait complétée d'un alinéa disposant que la société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Ce projet inquiète beaucoup dans les milieux d'affaires et surtout le patronat, évidemment. On craint que cette nouvelle rédaction ne vienne faire peser des contraintes inédites sur les sociétés, d'autant que les notions utilisées ne sont pas vraiment définies. Donc c'est un changement de paradigme important puisqu'on il y a une désappropriation de l'entreprise qui n'appartient plus comme avant à ses associés. Donc finalement, ce troisième volet est contradictoire avec l'idée de simplification du premier volet. Cet exemple tiré de la loi Pacte montre que la simplification est incompatible, je pense, avec la prise en compte de l'ensemble des intérêts en présence. C'est une banalité ce que je vais vous dire, mais le droit est compliqué parce qu'il se préoccupe de multiples intérêts. Donc on peut déplorer à l'heure actuelle que la notion de simplification soit en réalité instrumentalisée. Elle est souvent confondue, il faut bien le dire, avec celle de libéralisation, si bien qu'elle ne produit pas l'effet escompté, parce que la libéralisation totale, débridée dans un système juridique n'est pas possible. Aussi serait-il peut-être temps de remettre la simplification à la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, celle d'un procédé destiné à rendre des choses plus simples pour les entreprises, autrement dit à diminuer des contraintes légales inutiles et à rendre le droit plus accessible. Finalement, c'est sans doute formellement que la simplification a le plus d'avenir et c'est sur ce terrain que la Nouvelle-Calédonie devrait se concentrer. Sur le fond, en revanche, comme l'a récemment dit Michel Vivant dans un éditorial au Dalloz, rien n'est simple, même la simplification. Je vous remercie.
Et désolé pour le dépassement. Merci beaucoup. Votre propos me fait dire qu'on aurait dû mettre comme titre la simplification illusoire du droit en métropole. Ça, on aurait encore mieux clarifié les choses. Et moi, j'étais très sensible à la fin sur derrière la simplification, est-ce qu'il n'y a pas effectivement cette idée de libéraliser, ce qui renvoie au-delà du droit des sociétés au droit du travail. Si on libéralise le droit du travail, est-ce que ça peut pas dire moins de protection pour les salariés? Si on libéralise le droit fiscal, bah, ça veut dire moins d'impôts. Moins d'impôts, ça veut dire moins de dépenses, donc moins de services publics. Donc il y a évidemment derrière tout ça beaucoup de questions. Et je m'arrête là puisque c'est pas à moi de poser les questions. Et donc je vous pose la question, en avez-vous pour nos deux professeurs à ma droite et à ma gauche? Vous avez faim, nous aussi. Voilà, une petite question, merci. Juste une petite question, vous disiez qu'on avait supprimé le rapport de gestion dans certaines sociétés commerciales. Je me demandais si vous aviez des exemples de ces sociétés. Alors, il y a des seuils, hein, évidemment. Alors, il faut que je vous les retrouve parce que je me souviens plus exactement. C'est pour les petites sociétés commerciales. Ça concerne quand même 1 300 000 sociétés commerciales en France. Et a priori, ça leur ferait faire une économie même financière d'environ 200 € parce que du coup, il y a la suppression de l'obligation de dépôt du rapport de gestion. Faudrait que je vous retrouve, mais c'est un texte qui date du 10 août, je crois. De cette année, donc. De cette année, et qui n'avait pas grand-chose, c'est un texte sur la confiance, encore un énième texte sur la confiance en je ne sais quoi. Je vous retrouve tout de suite les références, et il y a des seuils que j'ai oubliés là, mais et qui permettent donc du coup quand on atteint ces seuils de pas déposer le rapport de gestion. D'accord, ok, voilà. Ça marche. Merci.